Pour donner quelques chiffres, on est passé donc de 0 à 100 000 euros par mois en 6 mois. Après, j'ai fait un podcast et quand j'ai sorti ces gros chiffres, en fait, le mec après a coupé au montage. Ah ouais? Ouais, je te promets, c'est vrai. Je te promets. Il m'a dit. Bon, je couperai pas. Si tu veux, ici, ça ne choque personne. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Messieurs, Quentin, Edouard, bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis hyper content de vous avoir aujourd'hui après notre rencontre cette année dans un mastermind. Hyper content de vous avoir aussi pour parler un petit peu business, parler entrepreneuriat et puis parler aussi un petit peu de votre parcours. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et puis voilà, alors, ce que j'aimerais faire pour démarrer et pour tout de suite poser un petit peu le cadre, est-ce que vous seriez OK de me faire une petite rapide présentation? Moi, c'est Quentin et donc avec Edouard, si on se ressemble autant, c'est parce que c'est mon petit frère. Donc, on a monté une boîte qui s'appelle Teliosa.com et donc ce qu'on fait, c'est qu'on aide les thérapeutes à développer leur activité. Et donc, en gros, on travaille beaucoup avec des hypnothérapeutes, des sophrologues, des psychologues. Quand ils viennent nous voir, ces personnes sont déjà formées à ce qu'ils font. Donc, Okay. ils ont déjà été formés, mais c'est juste qu'ils savent pas comment faire pour avoir plus de clients. Et donc, généralement, voilà, pour cette étape-là, ils viennent nous voir. Et donc, on a lancé cette boîte je pense que ça a été il y a deux ans et demi. Enfin, c'était pile pendant le premier confinement. On a choisi cette niche-là. C'est parce que notre mère, elle est psychologue. Et donc, la première personne qu'on a aidée, c'est vraiment notre mère. On s'est dit, notre mère, elle a ce problème-là. Finalement, c'était un marché qui était une niche qui n'était pas trop connue. Il y avait beaucoup de choses qui existaient pour les coachs, mais pas trop pour les thérapeutes. Et donc, nous, on a vraiment choisi de se spécialiser sur ce point-là, sur ce segment un peu du marché. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait que ça a très bien marché. Le fait que notre mère, elle soit psychologue et le fait que on ait choisi de s'adresser vraiment à cette niche-là. Et donc, pour donner quelques chiffres, on est passé donc de 0 à 100 000 euros par mois en 6 mois. Après, j'ai fait un podcast et quand j'ai sorti ces gros chiffres, en fait, le mec après a coupé au montage. Ah ouais? Ouais, je te promets, c'est vrai. Je te promets. Il m'a dit. Bon, je couperai pas. Si tu veux, ici, ça ne choque personne. Ouais, c'est ça. Il a peut-être pas il n'avait pas la même niche que toi. Et tu sais, du coup, il avait trop peur qu'il y ait trop de haters, tu vois. Ah, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, putain, ça se trouve, on peut pas sortir les gros chiffres, tu vois. Donc, ici, on peut tout dire. Ok. Donc, voilà, pour donner quelques chiffres, on est passé de 0 à 100 000 euros par mois en 6 mois. La première année, on a fait pas loin de 1 million d'euros. La deuxième année, on a fait pas loin de 2 millions d'euros. Et donc, aujourd'hui, on fait autour de 200 000 euros par mois en moyenne. Certains mois, on fait un peu plus, certains mois, on fait un petit peu moins. Mais c'est ça notre moyenne. Ouais. Génial. Avant qu'on parle peut-être de l'activité actuelle, de comment ça fonctionne, etc., moi, je serais hyper curieux. Alors, on en a déjà parlé un tout petit peu avant, mais de rentrer un petit peu sur le cheminement. Qu'est-ce qui vous fait arriver là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que pendant le confinement, vous vous lancez là? Mais surtout, moi, ce qui me semble intéressant de dire, c'est quel est votre parcours qui a fait que ça allait aussi vite derrière? Parce qu'on ne se lance pas de zéro en une année à faire 1 million et en 2 années à faire 2 et ensuite 3. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, le parcours, il n'est pas aussi simple comme tu le dis de 0 et en 6 mois, on fait 100K, tu vois. On est plutôt assez jeune. Moi, j'ai 22 ans quand il a 31 ans. Et en fait, des projets comme celui-là, des petits side projects, moi, j'en fais depuis que j'ai 16-17 ans. Donc, en vrai, j'ai beaucoup plus d'expérience en entrepreneuriat. Moi, j'écoute depuis hyper longtemps des vidéos. Ça fait hyper longtemps que je m'informe sur plein de sujets, etc. Donc, le succès, il n'arrive pas du jour au lendemain. On a lancé plein d'autres petits produits. On a lancé des petits skates. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais mes marques de vêtements. On faisait pas de vente, on faisait 0 euros. Mais on se faisait kiffer. Et c'est comme ça qu'on apprend l'entrepreneuriat, je trouve aussi. C'est en faisant des petits side projects. T'avances petit à petit et en fait, t'ajoutes un peu des armes à ton arsenal. Ouais, je crois que c'était pas mal de trucs de Hormozy. Ouais, le truc de Hormozy, c'est vraiment que tu pars du point A, tu vas au point B et t'as les deux flancs de montagne. Et en fait, au fur et à mesure, tu ajoutes des petits barreaux en fait, à chaque fois.
Et donc, du coup, petit barreau après petit barreau, et ben, tu construis ta boîte. Et si on a réussi aussi vite, c'est aussi grâce à ça, quoi. Parce qu'on avait appris plein de choses, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, ce qui marchait, beaucoup de ce qui ne marchait pas. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a pu aller aussi vite. Ouais. C'est hyper intéressant parce que là, quand on pourrait se dire, waouh, les mecs, ça allait super vite, ils cartonnent de ouf, ils ont choisi une niche, ils se sont mis dessus, boum, ça explose. Non, la réalité, c'est quand même pas vraiment ça, même si vous êtes relativement jeune, je pense surtout aussi à toi, Edouard, bah, mine de rien, t'as 21 là, tu as dit. 22, j'en ai 22, ça fait quand même mine de rien déjà 6 ans que tu entreprends. Ouais, ça. Alors après, très sérieusement, tu vois, où je me suis vraiment mis à fond, ça fait depuis qu'on a le premier vrai projet, c'est le projet qu'on a fait ensemble. Mais effectivement, tu vois, comme tu le dis, moi, des vidéos, je sais pas d'où ça. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat avec Oussama Hamar, tu vois, quand j'avais 16 ans avec les vidéos de Family. Et donc, du coup, ça a rien à voir par rapport à un mec, je sais pas, qui est salarié et qui découvre qu'en fait, c'est possible de faire de l'argent en ligne et qui s'y met et qui pense du jour au lendemain qu'il va réussir. Non, ça marche pas comme ça. Je pense. Parce que ça fait une plus jolie histoire à raconter, tu vois, et qui est plus puissante en termes de marketing quand tu dis genre, on est passé de 0 à tel truc en 6 mois. Et d'une certaine façon, c'est vrai, parce que sur ce projet-là, on a réussi à faire ça, tu vois. Et là, genre, si je devrais te donner genre, combien de temps il nous a fallu pour réussir à faire 100 000 euros par mois, bah, en vrai, il m'a fallu 30 ans à moi, tu vois, parce que j'ai réussi à faire ça qu'à 30 ans. Et avant, comme Edouard, moi j'avais plein de petits side hustles. J'étais vraiment le hustler à la Gary Vee, à travailler tous les week-ends, tous les soirs jusqu'à 2 heures du match sur plein de petits projets. Mais c'est ça qui nous a permis, qui m'a permis d'apprendre plein de compétences. Tu vois, je lisais tous les livres de Russell Brunson, tous les trucs à la ClickFunnels. J'ai fait tous ces machins et c'est vrai que ça a permis d'apprendre beaucoup de choses en termes de copywriting et tout. Mais après, s'il y a vraiment genre un peu un tipping point, tu vois, le point de bascule où vraiment ça a explosé, je pense, c'est quand on a rencontré Sam Ovens quand même, quand on s'est mis à fond dans son programme et qu'on s'est dit, OK, à partir de maintenant, on n'écoute que lui en fait et on fait exactement ce qu'il nous dit de faire, tu vois. On a parlé d'Hormozy. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Hormozy encore. Je pense que bientôt, tout le monde connaîtra Hormozy dans l'entrepreneuriat. Moi, ce que je remarque sur ce que vous me dites là quand même, et c'est aussi une croyance profonde que j'ai, c'est que quand on veut des résultats de ouf comme vous avez vous, il faut être juste passionné d'entrepreneuriat, c'est-à-dire vivre entrepreneuriat, lire entrepreneuriat, regarder des vidéos entrepreneuriat. Est-ce que c'est votre cas et est-ce que vous pensez que c'est un rôle majeur dans ce succès que vous avez? C'est une question intéressante parce que, en fait, comme on a découvert ça à 2 stades différents, tu vois, je pense qu'Edouard, il n'a pas la même version que moi. Mais en gros, pour moi, je trouvais ça assez vrai ce que Oussama Hamar disait, c'est que quand tu es entrepreneur, tu l'es par défaut parce qu'en fait, tu peux pas faire autre chose, tu vois. Et que moi, du coup, j'ai vraiment été salarié avant et je suis pas du tout en mode genre salarié, c'est pas bien ou quoi, mais c'est juste que j'ai vu que moi, ça me correspondait pas du tout et j'ai essayé plein de jobs différents dans des équipes très différentes. Et en fait, juste à un moment, j'ai fini par me rendre compte que c'était pas du tout fait pour moi, tu vois. Et que genre j'avais essayé plein de choses et qu'en fait, comme nous dans notre famille, il y a zéro entrepreneur, c'est un truc qu'on connaissait pas du tout. Et moi, quand j'étais petit, je me disais jamais je vais être entrepreneur. Même quand j'étais en école, moi j'ai fait une école de commerce, des fois, je me souviens, genre, ils avaient fait intervenir des entrepreneurs une semaine, tu vois. Et genre, ils se présentaient tous leurs trucs, ce qu'ils faisaient, tu vois. Et genre, ça avait l'air un enfer, quoi. Et moi, je m'étais vraiment dit, mais genre, ils sont pauvres. Ouais, je fais, mais je comprends pas le délire. Parce que c'est pas en plus les entrepreneurs de l'infoprenariat, tu vois. Ouais. C'était plus les entrepreneurs de la Startup Nation et tout, tu vois, qui gagnent pas très bien forcément leur vie, tu vois, ou qui sont pas rentables et tout. Et c'est vrai que quand tu vois ça, c'est pas forcément les. Mais je me disais, mais les gars, pourquoi vous faites ça? Genre, vous êtes en train de dire que vous travaillez tout le temps, que c'est super dur de faire marcher votre truc, que vous avez pas de vacances. Enfin, je fais, mais pourquoi vous faites pas un job, tu vois, genre, du coup, genre, j'étais là, je serais jamais entrepreneur, je pense, tu vois. Et même quand je regardais les vidéos, tu sais, où ils disaient, genre, c'est toujours des vidéos un peu nulles, mais les 5 critères pour être entrepreneur, faut être comme ça, comme ça, comme ça. Mais j'étais là, je suis pas du tout comme ça, je pense. Ouais, j'en ai aucune, tu vois. Et du coup, vraiment, genre, il a fallu qu'il y ait beaucoup de pain, tu vois, dans les jobs où j'étais pour me dire, ah non, mais là, il faut que je trouve une porte de sortie. En fait, ça va pas du tout le faire. Je déteste. Moi, ce que je détestais, c'était avoir un boss au-dessus de moi, quelqu'un qui me dise quoi faire. C'était vraiment genre horrible. Moi, je dirais que j'étais plutôt l'entrepreneur par défaut, ce qui fait que j'avais pas le choix que de réussir, en fait. Ouais, alors que moi, comme j'ai été quand même pas mal drivé par Quentin, par mon grand frère et tout,
J'ai très rapidement compris que la vie de salarié, CDI et tout, c'était pas fait pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais été salarié en fait. J'ai jamais signé de CDI. Tu lui as laissé faire 10 ans de salariat et après tu t'es dit ok, ouais, c'est bon. Ah, mais tu sais, c'était trop marrant. Du coup, genre, quand il se demandait ce qu'il voulait faire et tout, du coup, tu sais, pour schématiser, c'était vraiment mettre genre, non, mais t'inquiète, salarié, je sais, c'est pas fait pour toi. essaye même pas, tu vois. Essaye même pas, ça sert à rien. Tu vas pas kiffer. Tu vas pas kiffer. C'est comme moi, tu vas pas kiffer. Je me reconnais aussi un petit peu là-dedans. Je trouve aussi intéressant, et je vais rester un tout petit peu sur ce sujet-là 2 secondes, sur tous les noms qu'on a cités depuis le début, des personnes qu'on écoutait, il n'y en a pas un en français à part Oussama Hamar, qui aujourd'hui ne fait plus ce qu'il faisait. Ah, mais ça, c'est un et très bon point. Ça. Qui est quand même un petit peu aussi Oussama Hamar, faut écouter par parcimonie parce que y a des choses pas claires. Quoi. Ça va loin, c'est pas clair, et puis on connaît aussi les histoires si on suit un petit peu l'actualité. Mais moi, ce que je remarque, c'est que du coup, 90% des gens qu'on a cités là, c'est anglais. Aujourd'hui, j'ai pas les résultats business que vous avez, clairement, mais je sais que je serais pas où j'en suis là aujourd'hui sans avoir lu, écouté des vidéos et participé à des groupes d'entrepreneurs en anglais. C'est sûr. Ouais, sûr, pareil. Mais ça, c'est un bon point, tu vois, où c'est que, le niveau des entrepreneurs, pas le niveau des entrepreneurs français, mais en tout cas, le niveau de ceux qui se montrent, tu vois, c'est qu'il y a un gap énorme entre, genre, ce qu'il y a aux États-Unis, tu vois, tous les leaders un peu, tu vois, qui viennent montrer l'exemple et tout. Et en France, les mecs que tu écoutes, tu vois, c'est vrai que pour reprendre Oussama, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu mal fini. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup drivé, tu vois, genre tout l'écosystème. Et c'est vrai que du coup, les autres personnes qui sont là, qui créent du content, ils n'arrivent pas à la cheville de mecs américains, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça manque de ouf, tu vois. J'ai posé la question récemment dans un mastermind de dire qui est-ce que vous écoutez en tant qu'entrepreneur en France ? Qui ? Je vous jure que j'ai personne qui m'a répondu quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a pas en vrai. Ouais, il n'y en a pas. C'est sûr qu'il y en a qui sont super chauds, je pense, donc cachés, quoi. Ouais. Ou alors peut-être qu'on peut pas, c'est clair. C'est vrai. En tout cas, s'il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui ont des chaînes d'entrepreneurs à recommander, ce sera avec grand plaisir en français, parce que oui, ça manque clairement. Puis si on arrive à identifier, ce serait génial. Je reviens aussi sur un autre truc. Quentin, tu as dit à un moment donné, on a eu un moment de bascule. Ouais. C'est quand on a intégré le mastermind de Sam Ovens. Comment tu peux expliquer ce point de bascule et est-ce que tu sais expliquer pourquoi ? En fait, je pense que vraiment, ce qui se passait, c'est que quand on faisait tous nos side projects, tu vois, on apprenait des choses, mais ça marchait jamais vraiment, tu vois. Ça marchait pas de ouf, tu vois. Ça marchait un peu. Ça marchouillait. Exactement, ça marchouillait, tu vois. Et moi, j'étais vraiment en mode genre un trop d'ego, tu vois. En mode genre, je vais pas payer quelqu'un alors que tout est gratuit sur Internet, tu vois. Genre, j'étais encore dans ce mindset-là. Et je voyais et franchement, j'avoue, je voyais des fois des mecs qui réussissaient. Et je disais, franchement, je pense qu'il n'est pas plus smart que moi. Je vais y arriver, tu vois. Et cette idée de je vais pouvoir y arriver tout seul. Et en fait, du coup, j'ai essayé plein de trucs. Je pensais encore que genre lire des livres, écouter des vidéos YouTube, c'est pas que c'est pas bien, tu vois, ça peut t'inspirer et tout. Mais en fait, genre, il y a une grosse diff entre quelqu'un qui va te montrer dans le détail comment faire et vraiment juste t'écoutes des trucs par-ci, par-là, tu prends un bout de ça, tu prends un bout de ça, tu prends un bout de ça. Et du coup, en fait, genre, c'est un puzzle qui s'assemble, mais pas bien, tu vois. Du coup, ça fait un puzzle pas très fini, pas très joli. Et donc, ça fait un truc qui marchouille. Et donc, moi, à chaque fois, je pensais que j'étais pas très loin de vraiment, genre, je sais pas, par exemple, on va dire 10 000 euros par mois pour certains objectifs. Et en fait, à un moment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Là, si tu veux vraiment que ça marche, il faut que tu te formes, en fait, tout simplement, tu vois. Et donc, c'est là où j'avais rejoint Accelerator, le programme pour débutants de Sam. Et pour le coup, en fait, quand je l'ai rejoint, je me suis rendu compte que je pensais être proche de réussir. En fait, j'étais très, très loin, tu vois. Et du coup, il fallait un peu tout refaire. C'est clairement aussi ce qu'on disait un petit peu avant qu'on démarre l'épisode. Ça sert à rien de se disperser et il vaut mieux suivre une méthode de quelqu'un qui même peut-être parfois dit un truc qui n'est pas forcément vrai, mais si on applique quand même ce truc-là, ça fonctionne. Plutôt que se disperser dans tous les sens, toujours croire qu'on peut aller plus vite ailleurs, que quelqu'un d'autre est meilleur ou que c'est juste la personne qu'on suit qui n'est pas forte. Il faut toujours prendre la responsabilité et se dire que c'est à nous de mettre en place les choses qu'on nous enseigne, puis c'est tout. Comment vous a impacté le fait j'imagine que quand on arrive dans l'écosystème de Sam Ovens, quand on voit les entrepreneurs de ouf qu'il y a là-bas, il y a aussi un truc qui se passe, c'est que tu te dis ah ouais, mais c'est quand même possible. Tant qu'on ne fout pas les pieds dans une pièce comme ça, on ne se rend pas compte. Moi, je sais que ça m'a fait le choc chez Russell Brunson de s'asseoir dans une pièce avec des mecs qui font plusieurs millions par mois et de me dire ok,
Je suis vraiment comme un gamin dans un bac à sable et lui, c'est mon père qui me surveille en train de jouer. On est à 10 000 lieues d'écart. Par contre, je vois que c'est possible de mes propres yeux. Et là, ça te fait dire, OK, je peux y aller, quoi. Ouais, carrément. Et moi, je trouve que tu vois que c'est possible et tu vois pas que les mecs, ils sont hors du commun non plus, tu vois. Ils sont psychos, évidemment. Ils ont une boîte de ouf. Mais tu te dis pas, genre, ah ouais, le mec, il est trop fort, il est trop smart. Moi, je suis vraiment pas assez smart et je pourrais jamais y aller. À chaque fois, vraiment, qu'on a rencontré des mecs qui faisaient 1 million, 2 millions, évidemment, leur boîte, elle est ouf, trop fort, mais pas du tout inatteignable. Ça peut sonner un peu arrogant, mais moi je pense que c'est assez vrai, tu vois. Et c'est pas que de l'intelligence, il y a d'autres choses qui jouent, quoi. Et que ça joue de voir, c'est vrai que les mecs sont comme toi. Et tu sais, quand on s'est retrouvé pour la première fois à Los Angeles, tu sais, dans le mastermind de Sam, c'est vrai que c'était ouf de rencontrer tous ces mecs en vrai. Et tu sais, genre là-bas dans le mastermind, quand tu te présentes, tu dois dire combien tu fais et combien tu veux faire, tu vois. Et genre, t'as 100 personnes et c'est les uns à la suite des autres. Et de voir ce qu'il faisait, je te dirais que c'est vrai. Il a pris une feuille, il a noté tous ceux qui faisaient plus que nous, tu vois, pour voir combien de mecs étaient au-dessus de nous. Parce que assez compète. Très compète, tu vois, mais compète sain. Et du coup, il disait, OK, il faut qu'on aille parler à tous ces mecs-là qui font plus que nous, tu vois. Et sûr, dans la salle, t'as des mecs qui faisaient 2 millions par mois. Et donc, du coup, on allait parler à tous les mecs qui faisaient plus que nous pour justement se rendre compte de ça, que les mecs OK sont trop forts. Et moi, je trouve dans l'entrepreneuriat, vraiment, nous, ce qu'on fait tout le temps, c'est vraiment, on est à ce niveau-là et on regarde que les mecs qui sont au-dessus de nous. On regarde jamais, on écoute des mecs qui sont en dessous de nous, parce qu'ils comprennent pas, tu vois. Et même si tu peux recevoir des conseils, parfois le mec, genre, t'es là, je fais plus que toi, donc moi, je vais écouter ce mec-là, en fait. Et ça, c'est un point super important et je trouve que tu t'en rends compte que plus tu évolues, mais c'est vrai que des fois, par exemple, quand on fait les calls, même dans le mastermind de Sam, tu peux dire super rapidement un mec à combien est-ce qu'il est, tu vois, est-ce qu'il est à 50K, est-ce qu'il est à 100K, est-ce qu'il est à... Et ouais, de ne pas écouter des mecs qui sont en dessous de toi parce qu'ils n'ont pas la même vision et ne savent pas les mêmes choses et des fois, ça te met un peu de la merde dans la tête. Et du coup, genre, pas de conseils est mieux que des mauvais conseils. Parfois, je préfère. Alors, mon point de vue il est un tout petit peu différent du vôtre, mais je vous rejoins quand même sur le fait de dire de se poser, de poser réellement des questions à des gens qui sont en avance. Mais moi, j'aime bien dire que parfois, on peut quand même écouter ou entendre un petit truc de quelqu'un qui est à notre niveau ou un petit peu en dessous, s'il a le recul suffisamment nécessaire et s'il est en train d'essayer de vraiment nous trouver un conseil à nous plutôt que se parler à lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que parfois, il y a des gens qui filent des conseils juste en pensant à ce qu'eux, ils devraient se dire à eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Un petit peu. C'est vrai que nous, on a tellement reçu des conseils de merde. Les gens qui sont à ton niveau, ça fait sens, tu vois. Les gens qui sont à ton niveau, ça fait sens de ouf parce qu'ils ont les mêmes problèmes que toi. Du coup, tu échanges et tout, tu vois, sur tes soucis. Mais je trouve qu'il y a le plus d'impact à chaque fois, c'est les mecs. Alors, les mecs qui sont non plus à, tu vois, 3 millions par mois parce que là, du coup, les mecs, ils n'ont plus les mêmes soucis que toi. Et là, les mecs sont trop loin, tu vois. Je sais pas, les mecs qui sont à 400, 500, 600, 700, 1 million. Là, trop intéressant. Je sais que par exemple, nous, dans notre mastermind, on a vraiment quelques mecs clés. Vraiment, on a bien travaillé les relations, on les a bien mis en profondeur et tout. Et donc, du coup, maintenant, ce qui est trop bien, c'est que dès qu'on a une question, on leur pose directement. Et c'est trop bien. Et c'est que après, ce qui se passe aussi, c'est que tu vois, genre, un mec, en fait, par exemple, je sais pas, moi, s'il y a un mec qui fait 1 million par mois, tu vois, je fais 200K par mois. Bah, tu vois, je me permettrais même pas de lui donner des conseils, tu vois, parce que je sais que ça sert à rien. Je sais que ça sert à rien, tu vois. Le mec, il va me regarder et il va me dire, bah, déjà, je m'en fous de ce que tu penses. Déjà, t'es nul, toi. Tu vois, t'es genre, autant de travailler, tu vois. Et je trouve que, genre, plus tu montes, plus les mecs, ils sont comme ça, tu vois. Genre, en fait, tu te rends compte que tu sais peu de choses et donc que tu donnes peu de conseils. Et genre, plus les gens, ils sont beginners, plus ils vont te proposer des trucs. Moi, genre, je le vois sur Insta ou genre dans les gens que je peux côtoyer, tu vois. Plus quelqu'un il est beginner, plus genre ceux qui te donnent le plus de conseils sur l'entrepreneuriat, c'est les gens qui sont pas entrepreneurs, tu vois. Je vais modifier un peu ce que je l'ai dit et la façon dont je le dis. Ce que moi je voulais dire, c'est pas parce que quelqu'un est derrière nous qu'on peut pas écouter. Je te prends un exemple concret pour que vous compreniez bien puis que ça parle à tout le monde sur l'épisode. Justement dans le mastermind aux US, il y a un jour, pareil, on passe chacun notre tour et on présente un tips et qu'on pense qui pourrait aider tous les autres. Et chacun notre tour, on passe. Donc évidemment, comme d'hab, vous savez très bien, stressant, t'as toute la salle qui te regarde. Tu te dis, moi, je suis dans les plus petits de toute la pièce et je vais devoir dire un truc et essayer d'aider les autres. Donc tu te dis, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Bref, je partage mon tips, mon astuce. Et à la fin, justement, le gars dont je vous parlais tout à l'heure, le gars fait 3,5 millions par mois. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Jérémy Lee Miner. Ouais. Vous voyez qui c'est? Mec,
tête d'affiche de ouf, trop fort. Et à la fin, il vient me voir, à la fin d'un truc, il me dit, ah tiens, j'ai vu ce truc-là. Franchement, merci, j'y avais même pas pensé. Donc, ce que je veux dire, c'est pas que je lui ai donné un conseil à lui, c'est que lui, il a été à l'écoute de même moi, le petit de la bande, et il a eu, entre guillemets, une oreille attentive. Et il s'est dit, ah bah tiens, j'ai ce petit truc-là à prendre. Alors, je vais pas changer sa vie au cas. Mais voilà, en tout cas, il a été à l'écoute. C'était quoi le truc? Bah, en fait, c'était simplement un truc sur les stratégies de VSL. Ouais. On va en reparler après, parce que j'aimerais trop qu'on parle de ça après dans l'épisode. En fait, où j'expliquais que moi, pour renouveler mes VSL, je changeais juste les 15 premières secondes. Et en fait, c'était un petit tips, un petit truc comme ça que même lui a pris et que même beaucoup de mecs en avance ont pris et qui ont été à l'écoute de moi, le petit français qui arrive là-bas dans cet univers de gros poissons. Et voilà, donc c'est ça aussi où je voulais juste dire, bah voilà, on peut quand même écouter un petit peu d'une oreille et peut-être juste prendre. C'est clair que les conseils, bah, c'est difficile d'aller recevoir des conseils business de personnes qui sont en retard, ce qui c'est pas logique. Toi, t'es pas un entrepreneur beginner non plus, tu vois, c'est ça le ouais. Et après, par contre, c'est vrai que sur ce point, il y a un truc, et Sam m'en parlait, c'est le fait de disrupter. Oui, carrément. Et ça, c'est vrai qu'il y a un danger quand tu sais que du coup, tu écoutes moins ceux qui sont en dessous. C'est que, tu sais, genre, en gros, tu as la courbe de disruption. Et en fait, genre, tu as une certaine façon de faire. Et du coup, tu es vachement habitué à ta façon de faire. Et sauf qu'à un moment, c'est sûr que, genre, il y aura une meilleure façon de faire que la tienne, tu vois. Et si tu n'es pas à l'écoute du marché de ce qui peut se passer, en fait, c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui peut venir te disrupter. Hyper intéressant. Et du coup, Sam, ce qu'il dit, c'est que genre, les meilleurs, les plus forts, c'est ceux qui arrivent à se disrupter eux-mêmes. Genre en disant, OK, c'est vrai que là, ça fait 5 ans, je fais que comme ça, mais OK, je vois que ce nouveau système-là, il est mieux que les autres. Et du coup, genre, et Sam, c'est comme ça qu'il a réussi genre, à exploser. C'est parce qu'il est venu, il a disrupté tout ce monde un peu genre infopreneur et tout. C'est vrai qu'il faut être juste attentif à ça, ce qui peut venir te disrupter. Tout pas être en mode moi je sais tout, bien à l'écoute quoi. C'est méga intéressant. On va rentrer dans un peu plus de stratégique. On a des stratégies similaires qui se ressemblent dans les grandes lignes. J'aimerais qu'on en parle rapidement et surtout qu'on puisse aussi anticiper qu'est-ce que vous pensez aussi de l'avenir des business en ligne. Moi, j'ai l'impression que ça se complexifie. J'ai l'impression que ça fait beaucoup le tri aussi en ce moment parce que pendant le confinement, ça a été très facile. Tout le monde se croyait entrepreneur de fou et avait gagné un petit peu d'argent. Là, on voit qu'il y a le tri qui se fait gentiment. On voit que ceux qui ne sont pas un minimum compétents sont obligés de sortir du marché parce qu'ils ne sont pas rentables. J'aimerais partager un peu, si vous êtes OK, votre stratégie parce que moi, c'est la même que j'utilise. J'en suis fan absolu et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui l'utilisent aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les ficelles de votre strat et pourquoi elle fonctionne si bien? Quand tu parles de stratégie, tu parles du VSL funnel, le truc. Ouais. Ok, notre stratégie, elle est hyper simple. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre business, on fait très peu de choses. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de le faire très bien. Donc, on a vraiment cette approche minimaliste où on ne va pas chercher à faire des choses dans tous les sens. C'est les mêmes choses qu'on fait depuis 2 ans qui continuent de très bien marcher. Donc, notre funnel est très simple. On fait des ads. Nous, on fait des ads sur Facebook, sur YouTube, majoritairement. Elles sont drivées vers un tunnel hyper classique, landing page, VSL, Calendly, thank you page. Et en fait, à partir de là, quand la personne est prise dans le funnel, elle va avancer au fur et à mesure. Et en fait, le gros moment, ça va être le sales calls. Donc, sales call de 45 minutes, appel de vente. Et l'objectif, c'est de vendre à la personne notre accompagnement. C'est aussi simple que ça, en vrai, il n'y a pas trop d'autres points. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe après cette VSL, à part des emails? À part le sales calls et les emails, non, rien. C'est hyper intéressant. Pourquoi je trouve ça hyper intéressant? C'est que y a tout le monde qui essaie de complexifier les choses en rajoutant plein de trucs, en rajoutant des événements spéciaux, en rajoutant des nouvelles stratégies tous les 2 mois. Et là, vous vous dites, nous, ça fait 2 ans que ça tourne et on rechange juste ce qui fonctionne déjà. Enfin, j'ose imaginer que vous allez changer régulièrement les publicités, potentiellement la VSL, et je suis même pas sûr. Personnellement, je l'ai pas changé depuis 3 ans. Donc, je sais pas pour vous, mais en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment ressortir de ce que vous venez de dire là, c'est qu'en fait, il n'y a que la simplicité qui fonctionne et juste devenir bon dans la simplicité, c'est largement suffisant. Ouais, et puis nous, ce qui est hyper important, c'est qu'on est vraiment hyper stable et hyper constant. C'est-à-dire que quand on dit qu'on fait 200K par mois, c'est vraiment tous les mois depuis 1 an. Et avant, on était plus autour de 200K. Mais en gros, vraiment, notre business est hyper stable et on se repose pas sur, par exemple, je sais pas, alors c'est d'autres stratégies, hein. Je dis pas qu'elles sont moins bien, mais je dis juste qu'elles sont très différentes de ce qu'on fait. Mais par exemple, des webinaires que tu vas faire tourner toutes les semaines, des 5-day challenge ou des trucs comme ça. Nous, on n'est pas trop fans. On préfère vraiment faire ces peu de choses-là
Vraiment très bien. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi les gens ils complexifient autant, tu vois. Mais du coup, en fait, quand ils créent trop de complexité, le problème c'est qu'après, du coup, ton truc, quand il marche pas, tu sais pas d'où vient le problème. Et du coup, tu sais pas l'identifier. Et du coup, genre, les gens, dans leur tête, ça pète un câble un peu. Et du coup, tu dis, ah, je pense que c'est ça. Du coup, je vais changer ça et je rajoute ça et je rajoute ça. Et je fais, waouh, mais genre, là, déjà, tu vas m'expliquer. Genre, le truc le plus classique, je pense, c'est le truc des offres. Tu vois. Genre, c'est un truc de ouf. Je comprends Ouais. pas pourquoi. Genre, les gens, ils ont 1000 offres dans tous les sens. Nous, on a une seule offre, mais c'est genre. Et c'est vrai que les gens, ils sont souvent choqués de voir que on fait autant avec un seul produit. Et à chaque fois que je fais des posts où on annonce nos chiffres, il y a toujours 3-4 personnes qui m'envoient un message. Je fais, non, mais c'est toujours qu'avec un programme. Je fais, bah oui, c'est qu'avec un programme. Tu vois. Et les gens, ils ont du mal à capter à quel point, genre, ça peut être ouf. Et après, nous, c'est parce que Sam, il nous a beaucoup appris comme ça. C'est un mec ultra minimaliste dans tout ce qu'il fait. Mais en fait, genre, plus c'est simple, mieux ça marche. Ouais, vraiment, c'est Alex Hormozy qui dit genre simplicity scale, complexity fail. Et nous, c'est vraiment ça, quoi. Et même si en ce moment, on ajoute des choses, donc c'est-à-dire, de toute façon, tu as toujours les quatre mêmes choses, c'est trafic, conversion, produit et team. Et même si on essaye de driver de plus en plus de trafic, maintenant on a notre chaîne YouTube, on essaie de faire des choses, etc. Les principes de base et le cœur de notre business restent le même, quoi. Et on pourrait très bien aller comme ça. Ah, il y a des mecs dans Mastermind, ils sont à 1 million, 2 millions juste avec ça, quoi. Ouais, et tu vois, bah, toi, tu disais que ta VSL, elle tournait depuis 3 ans, tu l'as jamais changé. Nous, on l'a jamais changé depuis 2 ans. On n'a même jamais changé notre landing page, tu vois. Et et t'as des mecs hein, dans Quantum, un mec, il expliquait ça, hein, genre euh, que pareil, son funnel, c'était le même depuis 3 ans. Il y Après, en a des fois, qui ont les j'ai mêmes depuis 10 ans. ouais, non, ils ont les mêmes depuis 10 ans, c'est vraiment genre, je sais pas pourquoi il y a ce truc de. Mais après, j'ai l'impression du coup, des fois, des gens, ils aiment bien se dire, ah non, je vais rajouter cette stratégie parce que du coup, pour vendre leur programme, des trucs comme ça. Mais Mm. en fait, ce qui marche, c'est ce qui marche depuis tout le temps. Si c'est un truc qui marche que depuis genre quelques mois, on ne sait pas si ça marche vraiment du coup. Donc ça, c'est super important. Garder les choses simples, pas rendre les choses trop complexes. Moi, j'ai aussi une offre. Je suis aussi convaincu que généralement, les gens, ils n'ont pas un problème de tunnel, pas un problème de stratégie, mais ils ont souvent un problème d'offre qui n'est pas Ouais. suffisamment sexy. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et juste pour info, à combien elle est votre offre pour que les gens ils puissent faire le calcul mental dans leur tête par rapport à vos chiffres mensuels? Ouais. Bon, alors ça, c'est le seul truc que peut-être on dira pas parce qu'on dit pas genre, Ah tu oui, sais, d'accord, ok. Ok, euh, environ. ouais, environ c'est quelques milliers d'euros. Et, Ouais. et du coup, ouais, c'est ça, en gros, le prix, pour le savoir, faut prendre un call avec nous. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas une offre à 100 balles, c'est pas non plus un Ouais, mastermind non. pour Ouais, l'instant à je sais pas combien. ouais, Non, non. exactement. Donc non, c'est quelques milliers d'euros. Moi, ce que je veux dire, c'est quelle est pour vous l'importance de la qualité de l'offre pour un business comme le nôtre? Ouais, Ouais, moi je pense que de toute façon, ton offre, c'est un des trucs les plus importants. Nous, si on a réussi à scaler aussi fort, aussi vite, c'est parce que notre offre, elle est vraiment trop bien, quoi. Au fur et à mesure des années, les offres sur un peu le marché infopreneur, elles deviennent de mieux en mieux. Parce qu'au départ, il pouvait y avoir pas mal de trucs scammy, avec tous les trucs de CPF qui sont passés, ouais, 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 etc. Ça, c'était un peu c'était la sale. cata, là. Mais de toute façon, si ton offre, elle est pas bonne, ça marchera pas, tu vois. Nous, Ouais. je sais pas, on a eu 1000 thérapeutes, tu vois. Et souvent, nous, pour savoir si ce qu'on fait, c'est toujours bien ou pas, on calcule le nombre de remboursements, tu vois. Et je trouve que c'est important parce qu'en gros, plus ton offre elle est nulle, plus ton produit il est nul, plus il va falloir que tu fasses du marketing. Mais en gros, si tu as une offre et plus ton offre, ton produit il est bien, moins tu auras besoin de faire de marketing. C'est le truc du product market fit. Et c'est vrai que souvent dans le truc de l'infopreneuriat, les gens ils sont très forts en marketing parce que ça les passionne un peu et ils sont beaucoup plus forts là-dedans qu'en produit. Tu vois. Mais Ouais. je pense que du coup, les choses, ça va un peu se rééquilibrer. Alors qu'en fait, ouais, c'est la base. Hein. Plus ton produit il est bien, plus le reste de ta vie, ce sera facile. Hein. Le meilleur produit serait celui qui se vend, bah, comme dit Hormozy, hein, le meilleur produit, c'est celui qui se vend sans marketing. Ça, Tu fais que du bouche à oreille. Bon, après, c'est chaud de réussir à atteindre certains niveaux qu'avec du bouche à oreille dans nos business. Mais ouais, je pense que si de façon globale, les gens se concentraient plus sur faire un meilleur produit plutôt que faire plus de marketing, ouais. ouais, ce serait mieux. Sur la partie stratégique, donc là, vous avez parlé de la strat qui est extrêmement simple. Ads, VSL, derrière, on envoie vers un call. Pour scaler si fort, il faut pousser le budget marketing et les ads. Combien de leads vous faites rentrer tous les mois
pour obtenir ce type de résultat-là. Et je serais même curieux de savoir, OK, combien on a de personnes qui rentrent en début de funnel, combien on a de personnes qui vont consommer la VSL, combien on va avoir de prises de rendez-vous et quel est le taux de closing derrière, si on veut décortiquer un petit peu la strat pour rentrer un petit peu en détail. Là, de tête, là, je me souviens, je sais pas exactement combien de leads, d'emails on a par mois. Je sais pas si j'essaie de les trouver. Bah, parce que, en fait, tu sais, tu as lead, du coup, genre, tu as lead vraiment le nombre d'emails. Et après, tu as, genre, parce que des fois, les gens, ils disent aussi lead le nombre de, nous, ce qu'on appelle de surveille, tu vois. Pour moi, alors, dans mon discours à moi, c'était email. En gros, des emails, on en fait. On fait beaucoup. On fait beaucoup. Un peu autour de 5-6 000 emails par mois. Ouais. On fait à peu près 400, 500 surveys par mois, 200, 250 après call. Et après, du coup, voilà, ça arrive à peu près à une cinquantaine de ventes par mois, en gros. Okay. Ouais, c'est ça. Un bon conversion rate, selon nous, c'est autour de 20%, quoi. Et ça, du coup, petite question également, un peu pour juste comprendre un peu. Du coup, derrière l'équipe que vous avez en termes de closer et derrière sur l'équipe qui va accompagner les clients, ça représente quoi? Là, en termes de notre équipe, en gros, on est donc à moi, mon frère, 3 sales. Mais là, on en a recruté 2 en plus parce que notre objectif, c'est de scaler encore plus. Et il y a pas mal de marge. Mais sinon, pareil, notre équipe, elle est très simple. Moi, mon frère, donc là, maintenant, il y a 5 sales. Il y a un coach full-time. Et il n'y a pas très longtemps, on a recruté quelqu'un qui s'occupe de tout notre contenu, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire beaucoup plus en 2023. Et après, en plus de ça, on a, tu sais, genre, chacun un peu comme un assistant un peu qui va nous, où on lui délègue toujours plein de trucs du quotidien. Toi, par exemple, nous, on a un mec, c'est notre assistant, il fait plein de choses très différentes, mais on a quelqu'un qui nous fait à manger, on a quelqu'un qui s'occupe du ménage, on a quelqu'un, genre, s'il faut récupérer des trucs à la poste, c'est lui qui le fait, les courses, c'est lui qui le fait, tu vois. Et ça, du coup, ouais, ça nous fait gagner beaucoup de temps sur plein de tâches un peu nulles. Et ça, d'ailleurs, à chaque fois, les gens sont vachement surpris quand je leur explique qu'on a ça. Surtout genre, on a quelqu'un qui nous fait à manger. Mais franchement, ça c'est un truc genre petit input, mais genre énorme output, quoi. C'est sous-côté, ça. Ouais, ça, c'est sous-côté de Très ouf. sous-côté. Ah ouais. Ça participe aussi au fait qu'on a bien réussi. Parce que je sais pas, tu peux pas réussir dans l'entrepreneuriat si, je sais pas, tu bois de l'alcool tous les jours, tu vois. Genre, c'est impossible. Tu peux pas ne pas réussir si tu dors pas bien, tu vois. De toute façon, tout le temps, il y a les mêmes 3 trucs, quoi. Le sleep, exercise et la nourriture, tu vois. Donc ça, c'est vraiment 3 points sur lesquels on fait hyper attention. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient, en effet, quand vous dites, voilà, nous on délègue même les courses, chercher un truc à la poste, etc., que ça pourrait choquer. Mais je pense qu'à un certain niveau, en fait, il y a juste pas le choix, quoi. Alors après, s'il y a des trucs qu'on adore faire, qu'on kiffe faire, c'est-à-dire faire à manger, si c'est notre deuxième passion ou même notre première, si aller à la poste c'est notre passion aussi, on peut le garder. Mais je trouve ça hyper logique à un moment donné de déléguer ces choses-là parce que, en effet, le temps qu'on met sur le business, à penser business et à penser stratégique, à gérer les équipes, etc., il est primordial. Je me permets juste de clôturer cette petite page plutôt stratégique avec ce que moi je retiens de l'échange, c'est que mieux vaut faire une chose simple et croire à fond en cette stratégie-là, en l'optimisant, c'est-à-dire en améliorant les petits réglages de chaque étape du pipe et chaque étape du process, plutôt que vouloir faire 36 millions de trucs juste parce qu'on a vu qu'il y a un autre entrepreneur qui faisait une autre stratégie, qui fonctionnait bien aussi, etc., etc. Et je pense malheureusement, avec mon point de vue extérieur, mais qui doit ressembler au vôtre, que beaucoup de personnes se perdent parce qu'ils veulent faire trop de trucs, en fait. Ce qui se passe, c'est que des fois, tu sais, genre normal, si tu prends toutes les métriques de ton funnel, tu vois, imaginons, tu te dis, OK, là, mon landing page conversion rate, il est à temps, mon closing conversion rate, il est à temps et tout. Et des fois, en fait, quand une métrique, elle est pas bonne et que en fait, il faut juste que tu te heurtes à cet obstacle et que tu essaies de le dépasser. Et en fait, tu en as plein, ils vont essayer de trouver des moyens détournés, tu vois. Et du coup, mais non, en fait, la solution, c'est que, genre, je fasse ça et je rajoute ça et je rajoute ça. Alors qu'en fait, la solution, c'est juste que tu sois meilleur sur les calls, par exemple. On s'est donné très fort quand même. Et pendant ces 6 mois où, en vrai, en moins de 6 mois même, on est passé à 100 cases parce que moi, je faisais des calls, j'en faisais 6 par jour, 6-7 par jour pendant genre, j'en ai fait 1000. J'ai passé à ça du burn-out. Je te promets, à la fin, c'était trop marrant. Genre,
En plus, Edouard, bon, tu vois, il est plus jeune. À un moment, quand il a commencé à prendre les calls, il en prenait vraiment 10 par jour. Tu vois. Et pour ceux qui font des sales calls, ils savent que c'est presque impossible à tenir. Il y avait même ma mère qui m'avait envoyé un message. Elle m'avait dit, non, mais ton frère, là, il veut prendre beaucoup de calls. Tu crois pas que c'est trop, tu vois. Et du coup, je lui disais, mais si, évidemment que c'est beaucoup trop, mais tu vois, genre, je peux rien lui dire. Tu sais, je voyais mon père faire, non, mais il faut qu'il fasse son expérience. Et du coup, il s'est vraiment, genre, buté sur les calls, tu vois. Et pendant 6 mois, à tel point qu'à la fin, il était vraiment à la limite du burn-out. Je me souviens, genre, c'est vraiment, je voyais pas comment on était, mais on soupçonnait que ça venait des calls, tu vois. Parce que pour ceux qui font beaucoup de sales calls, ça te rentre dans la tête, c'est vraiment. Ah ouais. C'est Et, très, très dur. et du coup, j'ai dit non, il faut qu'on trouve un moyen de te sortir. En fait, ça fait penser une fois, on avait fait un call avec David Drey. C'était le head of sales. C'est le head of sales de consulting.com. Un meilleur sales du monde que j'ai vu. Moi, c'est celui qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris. Et du coup, je le voyais mal et tout. Et du coup, je fais non, mais vas-y, on va faire un call avec David Drey. Tu vois, quand tu es dans Quantum, tu as le droit à, genre, on avait le droit à quelques calls avec lui en one-to-one. On fait un call avec lui, tu vois. Edouard, il était Au bout de ma life. au bout de sa life, tu vois. Et du coup, on fait le call avec David Drey, on commence à lui expliquer le problème et tout. Et vraiment, genre, à un moment, il nous a dit, bah non, mais la solution, c'est que. Et il a vraiment dit, you stay in hell, my friend, tu vois. Et c'est vraiment genre, non, non, la solution, c'est que tu restes et que tu fasses encore plus de calls, tu vois. C'était à l'époque, on essayait de scaler la team et qu'on avait les premiers sales et tout, tu vois. Et après de là, moi, j'ai dit, bah, plus jamais je fais des calls avec David. Et du coup, maintenant, Edouard, il veut plus faire des calls avec David Drey. Dès que je dis, non, mais tu crois pas, on fait un C'était petit call il y a quand même un an et demi. Ah, et- Mais donc, du coup, ça aussi, ça m'a permis, tu vois, maintenant, de aussi bien réussir à scaler la team, tu vois. Et nous, par exemple, tous nos sales qui sont avec nous, c'est des sales qui sont là, genre, ils partent jamais, en fait. Ils viennent et ils partent pas. Tu vois, Ouais. c'est ce qui est assez rare dans le monde de l'infoprenariat, où il y a vraiment un turnaround qui est mais énorme. Nous, c'est jamais arrivé. Vraiment, quand on a un sales, on peut vraiment réussir à le faire monter en capacité. Moi, je connais tout par cœur, le script, je le connais par cœur. Et donc, du coup, je suis capable vraiment de les faire monter en compétences assez rapidement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est assez ouf de voir que bah, c'est ça qui fait que genre, quand tu maîtrises ultra bien un truc, tu vois, déjà, les mecs, ils peuvent pas te bullshiter. Et en plus, nous, on a fait exprès de mettre des records très hauts, tu vois. Du coup, ce qui fait que, genre, tu vois, Edouard, c'est encore lui qui a les records de conversion rate et tout, tu vois. Du coup, quand il y a un mec qui dit un truc, tu fais, bah, en fait, genre, pour l'instant, t'es pas meilleur que nous. Donc, Donc, écoute-moi, tu vois. Et genre, là, je te dis qu'il faut faire ça, donc tu le fais, tu vois. Alors que c'est presque impossible si, tu vois, genre, tu l'as jamais fait, le mec, il t'écoute pas de la même façon, il te respecte pas, tu vois. je remarque, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur YouTube là-dessus, au niveau des closers. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui explose. Vous voyez bien, il y a des mecs qui sont closers dans tous les sens. Ils nous envoient 17 messages sur Insta tous les jours. Et, et le problème qu'il y a, c'est que c'est des personnes qui, malheureusement, ne sont absolument pas compétentes pour travailler. Et en effet, je pense que c'est vraiment un avantage d'être soi-même ultra bon vendeur. Parce que déjà, on a la facilité à identifier les profils, parce que comme tu as dit, personne ne te bullshit, tu sais le métier, tu le connais, tu l'as déjà fait, tu as déjà fait X ventes toi-même. Donc, personne ne te bullshit, mais en plus, tu as la facilité à les former derrière et puis surtout à les manager sur le long terme. Ceux qui grossissent le plus en ce moment-là, c'est ceux qui vendent de la formation pour devenir closer. Hein. C'est un truc de ouf. Mais ouais, il n'y a pas encore le Cole Gordon français, tu vois. Genre, parce que Cole Gordon, il est vraiment incroyable. Ouais, je le suis sur les réseaux sociaux avec ces infographies-là. Le mec est bon. Tu vois, genre un mec comme Cole Gordon, ses vidéos YouTube, incroyable. Je sais pas si tu l'as déjà vu. J'ai jamais vu sur YouTube, par contre. Ah, franchement, mais c'est extraordinaire. Hein. Moi, genre, j'ai appris tellement de trucs, j'ai formé mes équipes sur juste regarder des vidéos YouTube ensemble. Hein. Mais parce que c'est excellent ce qu'il dit. Et nous, on a pris sa formation, on a payé. Et franchement, mais c'est trop quali, quoi. C'est incroyable. En fait, tu sens que le mec, tu vois, juste, il a fait je sais pas combien de calls dans sa vie. Ah ouais, parce qu'en fait, à la base, lui, il était sales pour Traffic and Funnel. Je sais pas si tu connais Taylor Welch. Ouais, si, bien sûr. Ouais. C'était le top sales, en fait. C'était le top numéro 1. Et donc, du coup, c'est de là qu'il s'est dit. Et en plus, lui, il a même commencé appointment setter. Donc, il était SDR, en gros. Donc, le mec, il fait même pas le closing. Il n'a pas encore le droit de faire le closing parce qu'il n'est pas assez bon, tu vois. Qui a vraiment commencé tout en bas et le mec a éclaté tous les jobs à chaque fois. Très vite. Et là, le gars, en plus, en tant du coup maintenant entrepreneur qui fait tout, genre incroyable, quoi. C'est très impressionnant. Incroyable. Ouais. Il fait partie des, pardon, je te coupe, mais il fait partie des seuls mecs qui ont impressionné Sam Ovens. Le mec, il fait 30 millions par an presque. Et Sam, tu vois, il a dit ça,
C'est impressionnant. Tu vois, genre vraiment, j'ai jamais entendu dire ça sur un mec qui fait de l'infopreneuriat, tu vois. Genre, Ouais. et là, tu sais, ça, c'est impressionnant. Si je dois un peu résumer ça, et moi, ce qui me parle vraiment là-dedans, et on va encore une fois retrouver notre ami Hormozy, parce que c'est vraiment, moi, c'est le gars dont je Ouais, suis fan, mais c'est en gros de faire les répétitions, c'est-à-dire de faire le taf, en fait, tout simplement. ouais. Et quand j'entends, Edouard, que tu tapes 10 calls par jour, moi, déjà, je suis incapable de le faire, je te le dis. Incapable. Il est capable longtemps de le faire. Hein. Et en plus de le faire régulièrement. Donc, mais par contre, voilà, le fait de faire le taf, bah, derrière, il peut plus rien t'arriver parce que quand tu sais, un point, c'est tout. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment ouf. Et puis juste ça, en fait, juste de faire le job et do the work, c'est ça Ouais, exactement. sa valeur chez Jim Launch. Et c'est difficile ça parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui, je ne sais, font pas le taf, mais de se le dire à soi-même. Difficile de se dire, ouais, je fais pas ce qu'il faut. Ouais, totalement. Et moi, je pense que c'est quand même pas mal relié avec le mindset, tu vois. Et c'est un truc souvent qui est un peu sous-coté en France, je trouve en vrai, tu sais, genre, parce que dès que tu parles de mindset, de développement personnel et tout, ça sort un peu les griffes. Mais moi, je trouve que, genre, moi, un des livres qui m'a le plus marqué, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Et juste le départ, c'est fou. Ce qui m'a aussi de ouf marqué, c'est le programme Accelerator, c'est cette weak mindset quoi, que j'utilise encore et que je fais encore pour réussir à passer des étapes. Quoi. Je pense que c'est parce que les gens aussi, ils ont trop d'ego, tu vois. Un peu trop de. C'était pas, c'est comme tu disais, d'arrogance. J'aime bien ce concept de extreme ownership, tu vois. Genre quoi, nous, avec Edouard, on se dit quoi qu'il arrive dans notre vie, tu vois, on se dit toujours, c'est de notre faute, quoi. Ouais, Et même si tu peux te dire, ah non, mais c'est pas vraiment de ma faute, parce que non, mais tu vois, genre, et après, ta façon de réagir, de toute façon, c'est toujours toi. Donc, vraiment, extreme ownership, ça, c'est super important. Et de toute façon, plus tu évolues, plus tu le comprends et plus tu te l'appropries encore plus, quoi. Je trouve qu'il y a trop peu de personnes justement qui comprennent que leur résultat, bon ou mauvais, c'est uniquement de leur faute en fait. Parce qu'à la base, c'est leur choix à eux. Que ce soit en termes de business qu'ils lancent, de stratégie qu'ils vont faire, de mentors qu'ils vont choisir, quoi qu'il arrive, le choix de départ, c'est eux qui l'ont fait. Et il faut jamais l'oublier. Et moi, je suis vraiment comme vous. Et franchement, je vous rejoins à 1 million de % là-dessus. Moi, en tout cas, ce qui m'a fait game changer dans ma vie, c'est le jour où je me suis dit, OK, attends rien des autres, mais juste rappelle-toi une chose, c'est que peu importe ce qui se passe, que tu réussisses ou que tu échoues, ce sera grâce ou à cause de toi, quoi. Et je pense que plus vite on comprend ça, mieux c'est, quoi. Vraiment. En tout cas, c'est tellement vrai et en tout cas hyper parlant. Et franchement, si on arrivait à mettre juste ça dans la tête de chaque personne qui écoute et à qui il manquait ce truc-là, franchement, ce serait vraiment génial. J'ai une question qui me vient là. On est bien en termes de timing, on a encore un petit peu de temps là. J'ai pris conscience d'un truc, moi, cette année. Moi, je suis tout seul dans mon business, à porter le business. J'ai mon équipe, évidemment, mais je veux dire, je suis le seul à un peu être le visionnaire, à prendre les décisions et à le porter quotidiennement. Même si j'ai une équipe qui est géniale, mais qui ont d'autres business à côté et c'est pas, entre guillemets, leur priorité ce que je fais. Quelle importance a pour vous le fait d'être deux? Et est-ce que vous pensez que le fait d'être deux a une incidence sur les résultats que vous avez aujourd'hui? Voilà, faudrait être désillusionnel pour dire que c'est clair. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, c'est game changer. Moi, j'ai une admiration énorme, tu vois, pour les mecs comme toi, du coup, qui sont tout seuls, tu vois, parce que franchement, enfin, c'est vraiment, déjà, c'est chaud, tu vois, quand tu es à deux, surtout, c'est très chaud. Quand tu es tout seul, ah ouais, c'est 1000 fois plus chaud. Hein. C'est très, du coup, les mecs qui arrivent à faire ça, c'est très impressionnant. Et je le vois dans le mastermind, il y en a beaucoup. Hein. En fait, il y en a plus souvent des mecs tout seuls que à deux. Mais c'est sûr qu'un mec qui fait 200K par mois, enfin, qui est à notre niveau de revenu, mais qui est tout seul, tu vois, il est 1000 fois plus fort que nous, tu vois. Parce que dans sa tête et tout, je les vois, ah ouais, non, c'est impressionnant. Les deux, c'est game changer. En plus, on est frères, on vit ensemble, on est tout le temps ensemble, tu vois, donc on va beaucoup plus vite. Et ça, c'est vrai que ça a été une des raisons qui fait que ça a marché vite, tu vois. Le fait qu'on soit deux quand même et qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Quand je suis arrivé, encore une fois, aux US, alors c'est vraiment mon événement marquant de cette année, donc c'est vraiment là où il y a le plus de trucs. Moi, j'ai analysé toutes les personnes qui réussissaient le mieux. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tous ceux qui réussissaient le mieux, ils n'étaient pas tout seuls dans la salle. Ils étaient tous accompagnés d'un bras droit, d'un associé, de n'importe qui, mais accompagnés par quelqu'un. Et j'ai vu personne être solo. Et moi, je sais qu'à un moment donné, et en tout cas, j'essaie d'être assez objectif par rapport à ça. Je pense que j'ai atteint à un moment donné certaines limites dans mon business à cause de ça.
le fait de supporter le truc tout seul, autant émotionnellement que stratégiquement, que sur la masse de travail, sur le management de l'équipe, à un moment donné, en fait, tu peux plus. Ouais, totalement. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Mais c'est vrai que dans le Mastermind où on est aussi avec Sam, tous les mecs qui sont au-delà du million, tu vois, par mois, ils sont tous tout le temps à deux. Il y en a un qui vient avec son équipe entière. On en connaît un seul qui est seul et qui fait 1 million par mois et qui est vraiment très chaud. C'est Tim. C'est Tim. Mais, c'est Tim comment? Tim Sanders, c'est un mec qui fait de l'Amazon FBA. Il est très chaud. Et encore, il a quand même sa directrice. Ouais, c'est vrai qu'il vient souvent avec sa directrice. T'as un mec sur l'Amazon FBA, ce que tu disais, la Bachar, il vient, t'as l'impression que c'est une mafia, quoi. Il y en a 4, genre, il est avec toute sa team et tout. Mais non, c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on a l'activité. Puis même au niveau de la bande passante, tu vois, toi, quand tu es tout seul, à un moment, tu peux plus travailler. Tu sais pas juste un nombre d'heures. C'est vraiment genre, tu as trop de trucs dans la tête. Et donc, du coup, nous, on partage ça à 2. Donc, ça va beaucoup plus vite pour tout. Et puis, pour prendre les décisions, tu sais, le fait de pouvoir en discuter juste avec quelqu'un, ça t'aère l'idée, tu vois. Et quand tu es tout seul, tu es dans ta tête et tout, je me dis, c'est vraiment très chaud, quoi. Moi, je pense que mon next step à type perso, ça va être de trouver justement une personne avec qui soit je m'associe, soit on a une vision commune sur le business, peu importe le modèle, mais je pense qu'en tout cas, c'est l'étape suivante, elle se trouve là en fait. Le mastermind de Russell Brunson, ça ressemble à quoi? En gros, ça ressemble à quoi? On est 250. Ouais. On a 3 rencontres dans l'année. Tout le reste se fait en ligne et il y a également une énorme plateforme avec tout ce que tu peux imaginer dans le marketing au monde. C'est simple, ça va des ads au contenu, à n'importe quel tunnel. Du coup, on est chez ClickFunnels, donc ce qui est logique. Stratégie de sales, livraison aussi. Honnêtement, tout et n'importe quoi. Et après, tu as des mentors avec qui tu peux avoir des calls quand tu veux. Il y a aussi des office hours tous les jours où tu peux te pointer quand tu as des questions. Tous les matins, il y a aussi des moments où tu peux te pointer pour fixer tes objectifs de la journée. Alors, je suis pas bon élève sur tout. Je suis même pas bon élève du tout sur les 80% des trucs, mais j'essaie de sélectionner les moments où j'y vais sur les moments les plus importants et les trucs où il y a le plus de choses à prendre. Mais je pourrais vous en reparler même un petit peu plus en off si vous voulez plein de détails sur comment ça se passe et tout par rapport à ça. Je terminerai juste avec une petite question, juste toujours sur le fait d'être deux. Parce que être deux, on a dit qu'il y avait des points positifs. Je pense qu'il y a aussi des moments où c'est un peu plus tendu. Alors, je sais pas, vous êtes frères, vous bossez ensemble, vous êtes ensemble toute la journée. Ma question, c'est est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que c'est facile à gérer? Ou est-ce que parfois c'est un petit peu chaud et heureusement que maman elle est entre vous deux pour. On vit encore chez nos parents. Non, en vrai, non. Nous, c'est assez ouf parce qu'on se tend jamais tous les deux. On s'engueule jamais, il n'y a jamais de tension. On est quand même majoritairement d'accord sur à peu près tout. Des fois, je pense, tu vois, en 2 ans, c'est arrivé. Franchement, ça se compte sur les doigts d'une main, les moments où on a pu se tendre, mais c'est jamais, tu vois, genre. Ça part jamais en grosse engueulade, tu vois. Et vraiment, genre, je me souviens une fois où je commençais à me tendre et Edouard, il m'avait vraiment dit, genre, attends, là, tu commences à te tendre et ça me tend aussi. Donc, on t'arrête tout de suite, tu vois. Mais après, je pense aussi, comme on a beaucoup ce truc de genre extreme ownership chacun, tu vois, on se dit, bon, de toute façon, je vais pas remettre la faute sur l'autre. Tu vois, si ça marche moins bien, c'est autant de ma faute que de l'autre. Je pense que c'est beaucoup un truc, tu vois, genre, beaucoup un truc de communication, le fait qu'on soit tout le temps en lien, ça aide, tu vois. Une autre question, tu vois, parce qu'à un moment, je me demandais même si c'était un problème, tu vois. Le fait qu'on ne s'engueule pas. Non, mais c'est vrai, non, mais parce qu'il y en a qui m'avaient dit ça, tu vois, ou qui disent, ah non, mais s'engueuler, c'est sain. Si tu t'engueules pas, c'est parce qu'il y en a un qui n'ose pas dire ce qu'il pense, tu vois. Et en fait, j'avais lu dans un livre l'histoire de Steve Jobs et Steve Wozniak, tu vois, quand ils étaient à leur début, et c'était Steve Wozniak en plus qui racontait, et il disait qu'il s'engueulait jamais avec Steve Jobs, tu vois. Donc en fait, sur ces relations, il n'y a pas de règles. Et nous, ça se passe super bien. Donc, donc, tu vois, il y a quand même pas mal de, je trouve, de couples frères un peu, tu vois, qui sont très chauds. Tu vois, les mecs de Rocket Internet, il y a les mecs, les frères Winkleworth là, qui avaient Facebook. Là, plus récemment, bon, c'est un peu compliqué en ce moment, mais il y a les Tate. Tu vois. Les Tate, je les vois pas trop s'engueuler, tu vois. Ouais, en plus, à un moment, j'ai vu une interview où il demandait à Andrew Tate, tu vois, est-ce qu'il s'engueulait avec son frère? Il disait que ça n'arrivait jamais. Ouais, et Andrew Tate, il disait aussi que c'est parce que lui, c'était le grand frère et Tristan, c'était le petit frère. Donc, s'il y avait une décision à prendre, c'était lui qui la prenait. Ça. Et du coup, Tristan, il disait en mode genre, ok, tu vois. Et du coup, il disait, ça arrive pendant 5 minutes, il se tente, tu vois. Et après, il dit qu'il y a ça qui joue aussi, tu vois. Bon, moi, je pense pas que ça joue du tout, tu vois. Si je dis à Edouard, attends, c'est moi le plus grand, donc c'est en fait que je pense, tu vois. Ce qu'il y a, c'est que je pense souvent la même.
On pense souvent la même chose. Ce que je remarque quand même, et vous l'avez même dit, c'est aussi beaucoup de communication, parce que même quand on s'est vu, j'ai vu que voilà, c'est quand même fluide entre vous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de non-dit et que c'est déjà ultra fluide. Donc rien que le fait de beaucoup discuter, de beaucoup échanger, je pense que c'est une des clés en fait qui fait que il n'y a même pas d'endroit où on peut s'embrouiller vu que tout est dit peut-être. Ouais, totalement. Et puis on est câblé de la même manière, tu vois. On fait tout le temps la même chose. Dès que je sais pas, on rencontre quelqu'un et tout, après on se regarde, on se dit. Ouais, la même chose, tu vois. Donc, on est câblé de la même manière. Je sais que vous allez lancer un mastermind bientôt et j'aimerais bien que vous en parliez rapidement. J'ai une dernière question un peu pour vous. Je parlais tout à l'heure de l'avenir un peu du business. Vous avez parlé aussi que c'était important aussi de se disrupter soi-même en essayant d'anticiper un petit peu ce qui allait arriver, les tendances, etc., etc. Qu'est-ce qui, selon vous, quelles vont être les tendances sur les années à venir et qu'est-ce que vous voyez qui va être, je parle peut-être de stratégie, voilà. Je vous laisse un peu libre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir faire en tant qu'entrepreneur en ligne sur les années à venir pour en un, être sûr de continuer à performer et en deux, être sûr de durer? Non, moi je pense que déjà un des gros trucs, c'est que la partie un peu plus organique, tu vois, content, comme tu le fais, comme ça, podcast, ça a joué de plus en plus. Et ça c'est de plus en plus important. C'est pour ça que nous, tu vois, on essaie nous-mêmes de nous disrupter. Tu vois, nous, on est vraiment des mecs de l'ADS. On adore l'ADS. Moi, c'est vraiment ma spécialité et tout. Mais quand même, là, on le voit un peu venir au fur et à mesure que l'ADS, elle est de moins en moins performante, ça coûte de plus en plus cher, etc. Même si on ne rachète pas non plus trop les ads, parce que c'est ce qui nous a permis de réussir, mais du coup, nous, on se concentre par exemple plus sur notre chaîne YouTube, tu vois, là, vraiment, ça va être l'objectif de 2023, de vraiment bien la développer. Tous les trucs plus organiques. Il y a aussi un truc qui vient pas mal en ce moment, c'est plus cet aspect de communauté, réussir à créer plus de la communauté, etc. Ça, je pense qu'on peut pas mal s'améliorer là-dessus. Ouais, en règle générale, c'est passer un peu plus de l'ADS vers plus des choses, on va dire, organiques, content, etc. Ouais. C'est des choses qu'on a envie de faire. Et moi, je pense aussi que, tu vois, sur le funnel, tu vois, ça va un peu se disrupter dans le sens où j'ai l'impression que les gros trucs qui arrivent, c'est plus avec les groupes funnels, tu vois, Sam Ovens qui crée School, tu sais, les trucs comme ça, où genre, ouais, comme disait Edouard, il se réussir à créer une communauté, ça va être genre 1000 fois plus fort que n'importe quel ads que tu pourrais faire, tu vois. Du coup, essayer de se rapprocher de ça. Moi, je trouve de façon un peu plus méta, genre, tu vois, genre, quand tu vois la diff qui sont dans l'écosystème aux États-Unis versus qui est dans l'écosystème en France, tu vois, je pense qu'en France, il y a encore beaucoup de mecs qui sont un peu scammy, qui sont pas forcément, qui font pas des trucs, tu vois, genre, ils sont un peu chelous quand même, c'est pas très propre, tu vois. Et que du coup, genre, il va y avoir, ça va se diversifier, il va y avoir des mecs un peu smart qui vont commencer à arriver, tu vois. Parce que c'est quand même un domaine où tu peux faire beaucoup de cash, tu vois. C'est un truc de malade mental. Genre, il n'y a aucun domaine où tu peux faire autant, tu vois. Et je pense qu'il y a des mecs ultra smart qui n'ont pas encore capté ça parce que pour eux, la formation en ligne, c'est un peu de la merde, mais du coup, qui commencent à le capter, tu vois. Et genre, je sais que nous, on avait fait au tout début un call avec un VC, tu vois. Et donc, un mec, genre, vraiment, qui travaillait pour le fonds d'investissement de Rocket Internet, qui a investi dans Facebook, dans Uber, tu vois. Et du coup, genre, vraiment, qui vont, tu vois, genre, le genre de mec qui met des dizaines de millions dans une boîte. Et genre, il y a un de nos potes qui était en lien avec lui, qui lui avait parlé de nos métriques, tu vois. Et il voulait absolument nous rencontrer. Et au début, on disait non, non, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, tu vois. Et à un moment, on l'a fait. Et sur le mec, tu vois, quand tu lui donnes tes métriques, le mec, il est là, il fait, il fait, ouais, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Je comprends pas, tu vois. Et du coup, genre, tu as tous ces, tu sais, genre, en France, tu as un peu ce startup nation et tout, où ils font plein de trucs assez complexes, mais qui marchent pas très bien. Et du coup, qui sont pas rentables et tout. Tu vois, genre, nous, je vois par exemple un de mes potes, un de mes meilleurs potes, qui est quelqu'un qui était avec moi en prépa, qui a fait HEC, donc pour ceux qui ne connaissent pas, une des meilleures écoles de commerce du monde quand même. Super smart, qui a été dans des grosses boîtes, des scale-up, tu vois, des boîtes qui ont levé des centaines de millions. Bah, tu vois, on lui a expliqué comment ça marchait, le truc des business en ligne. Le gars, en 2 semaines, il a cassé le truc, quoi. Il a, entre le moment où il a lancé des ads, où il a commencé à closer, c'est passé vraiment un mois. Tu vois. Bon, après, c'est parce qu'il nous avait nous aussi. Donc, on lui a dit, tu vois, on lui a dit exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais quand même, tu vois, genre, quand tu prends un mec un peu smart et que tu vois, genre, il arrive, ça y va, quoi. Ouais, donc, du coup, le monde de l'infopreneuriat, il va être de plus en plus compétitif parce qu'il va y avoir des mecs qui vont casser le game, c'est sûr. Ouais. Tu vois, genre, ouais, et ça se voit, tu vois, même moi, j'en rencontre très peu des jeunes de ma génération qui font ce que je fais, tu vois. Mais ceux qui le font, à chaque fois que j'en rencontre un, je me dis, ah ouais, franchement, il est chaud. Très, 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 très chaud. Plus ta génération à toi, là. Bah, des nuls, quoi. Genre... non, ils sont plus, genre, ils ont pris une autre direction, tu vois.
Donc, ils sont pas là-dedans. Mais ouais, les jeunes qui arrivent, c'est des brutes, quoi. Moi, genre, dans des dans des groupes dans lesquels on est, le nombre de, enfin, ouais, qui sont super jeunes, qui font beaucoup, genre, c'est assez impressionnant. Donc ça, je pense que ça va venir. Après, ouais, sur le truc de genre, bien mettre en phase, enfin, tout ce qui est organique et tout. Tu vois, je sais pas, je prends des mecs comme Squeezie, tu vois. Je pense que si à un moment, il développait un programme en ligne sur je sais pas quoi, tu vois, ça ferait des cartons de ouf. Et tu vois, on le voit dans les masterminds de Sam, tu as beaucoup de gros youtubeurs qui ont des énormes audiences, des énormes chaînes, tu vois, qui se disent, ah, ok, vas-y, je lance ça. Et du coup, qui direct, ça explose, quoi. Et du coup, pas se reposer que sur les ads parce que il y a plein de choses qui font que les ads, c'est toujours de plus en plus dur, tu vois. Alors que l'organique, c'est l'inverse. C'est très dur au début, mais après, c'est de plus en plus facile. Et aussi, moi, je pense que aller, tu vois, genre, autant nous, on a réussi à passer de 0 à 100 000 € par mois en 6 mois, mais je pense que des trucs comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Un peu genre, ça va être de plus en plus facile, tu vois. Genre, je sais pas, avant, pour devenir millionnaire, peut-être qu'il fallait X années. Je pense que là, ouais, ça va être de mieux en, ça va vers le bon, en fait. Tu vois, ça va vers le bon. Si tu restes focus sur les bons trucs, je pense que c'est, il y a, Toi, t'en penses quoi, toi? ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Bah moi je suis 100%, bah je pense que vous le savez, moi le contenu, je suis 100% persuadé qu'aujourd'hui ça devient hyper important, construire une audience c'est hyper important et même pour nous en tant qu'entrepreneurs, demain tu veux faire n'importe quel move de dire vas-y je change de business, je lance une autre offre ou je fais n'importe quoi, si j'ai une audience, si j'ai une communauté qui me suit comme vous l'avez dit, bah c'est quand même 100 fois plus facile et puis ça évite de devoir dépenser chaque semaine des budgets de pub de ouf Ouais. et surtout bah, de pas savoir où la pub va et puis de rester dépendant des régies. Donc, en un, je pense que le contenu est hyper important. Moi, je mets toute ma stratégie là-dessus en 2023. Ouais. Quasiment tout. Hein. Je vais mettre 50% de mes efforts marketing sur le contenu, 50% sur les ads. Je pense que ça va devenir de plus en plus concurrentiel, ce qui est normal. Comme vous avez dit, le niveau va s'homogénéiser. Aujourd'hui, il y a tout. Hein. Il y a des pipes comme des gens qui sont extrêmement bons, mais malheureusement, certains ils sont pas loin des fois parce qu'en fait, avec le Covid, etc., bon, en fait, n'importe qui pouvait lancer un truc en ligne. Là, ça va s'homogénéiser. Et je pense que la différence, elle va se faire sur comment on arrive à créer une relation étroite avec notre audience et notre cible pour qu'ils nous choisissent nous plutôt qu'un autre s'ils devaient avoir un choix à faire, quoi. Donc moi je mise beaucoup sur ouais, la relation qu'on va créer. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des podcasts parce qu'automatiquement on sait très bien qu'on crée plus de relations sur un podcast que sur un short de 30 secondes. Donc ouais, je pense vraiment à ça. Moi par exemple j'ai lancé un challenge de 5 jours en plus de mes stratégies de VSL parce que justement je veux déjà anticiper cette relation que je veux recréer. Et je sais que sur un challenge 5 jours, c'est pas un webinaire de 1h30 et que sur 5 jours, j'ai le temps de créer une vraie relation avec les gens et qu'ils comprennent que je suis la meilleure solution pour eux. Ouais. Okay. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'en ai parlé des 5 Day Challenge, mais c'est vrai que c'est un truc qui arrive de plus en plus. Moi, je pense que c'est l'avenir. Le 5 Day Challenge, moi, je le vois vraiment pour venir chercher vraiment une relation étroite avec les gens parce que voilà, une VSL, ça reste qu'une VSL. Les gens, parfois, tu as une partie de la population qui a besoin d'être en contact avec toi, de voir, de t'entendre, d'écouter, de réfléchir, bref. Et aussi, je le vois aussi parce que, bah, comme vous le savez très bien, quand on a ads, VSL, que d'ailleurs on est sur de l'email, il y a des gens que ça essouffle au bout d'un moment, qui vont pas au bout, avec qui on perd le contact. Et moi, je trouve que c'est un super moyen de faire revenir quelqu'un en fait dans l'écosystème, de le réengager et puis de lui simplement lui remettre un pied à l'étrier pour passer à l'action assez rapidement ou dans les prochains jours, quoi. Et en plus, c'est ma zone de génie, donc en soi, je vais pas me priver que de faire du live. Ouais, non, mais grave, tu as raison. Et moi, je pense aussi qu'il va y avoir de plus en plus d'opportunités, surtout en France, quoi. Je vois la place qu'il y a sur tellement de niches et tout. C'est un truc de ouf, quoi. En France, il y a beaucoup de, tu sais, ce qu'on appelle des untapped markets, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ce qu'on n'a pas encore utilisé, ce qu'on n'a pas encore. Ouais, c'est ça, des marchés qu'on n'a encore jamais. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a personne, tu vois, personne qui a été dessus et tout. Donc, ouais. Pour ceux qui écoutent le podcast et qui se demandent si c'est bien de se lancer ou pas, il y a quand même beaucoup de choses à faire, quoi. Pour terminer, donc vous avez, j'ai vu ça et c'est vraiment cool. J'ai vu que vous avez lancé votre mastermind. C'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de monde qui parle de lancer son mastermind, etc., etc. Et moi, je n'y ai jamais pensé. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi un petit peu les coulisses du truc et puis qui est-ce que ça cible. Et puis peut-être s'il y a des personnes qui écoutent l'épisode que ça peut intéresser, bah, peut-être aussi qu'ils entrent en contact avec vous, que vous pouvez nous présenter ça rapidement. Bah, en gros, pour faire simple, c'est que en fait, tu vois, souvent, c'est Sam qui nous a appris ça, mais je trouve que c'est genre un business, genre là où c'est le mieux optimisé, c'est quand tu as 2 offres. En vrai, tu as ton offre un peu front-end, c'est-à-dire là, tu vas prendre un peu des beginners, tu vois,
ou des intermédiaires et tu vas les emmener jusqu'à un certain niveau. Tu vois, nous, dans notre programme, les thérapeutes qui marchent le mieux, tu vois, l'objectif, c'est d'aller à 5, 6, 7, 10, parfois certains, c'est plus l'exception, mais ils peuvent aller jusqu'à 15K, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, tes clients, ils vont avoir des nouveaux problèmes, en fait. T'en as, ils vont vouloir aller au niveau du dessus. Et c'est vrai dans toutes les niches. Et du coup, il faut voir, genre, OK, qu'est-ce que c'est leur nouveau problème? Comment les aider à les résoudre, tu vois. Et du coup, en fait, à partir de ça, tu lances ce qu'on appelle le back-end mastermind, où là, vraiment, genre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cher, mais normalement, c'est un comité réduit, un peu restreint, et tu vas les envoyer sur d'autres niveaux. L'avantage de faire ça, en fait, c'est que du coup, ton back-end, il a beaucoup, beaucoup de profit. Tu vois, tu vas faire moins en volume, mais beaucoup plus en profit que dans ton front-end. Donc, en gros, nous, si on a voulu lancer le mastermind, c'est parce que, voilà, on ne l'avait pas fait, ça faisait longtemps qu'on l'avait en tête. Et en fait, c'est vraiment une façon de vraiment, là, enfin, tu vois, on se dira, ah ouais, là, notre système, il est vraiment bien optimisé. Tu vois. Et au-delà de ça aussi, c'est parce que après tout ce qu'on a pu dire là, dans ce podcast et tout, c'est qu'il y a surtout une grosse place dans le monde de l'infoprenariat. Il n'y a pas vraiment justement de podcast, enfin de mastermind comme on peut avoir aux États-Unis. C'est un peu ça qu'on a envie aussi de faire en France, quoi. Ouais, et c'est ça en fait en participant à pas mal de mastermind, en allant à des rencontres en France, on s'est dit ah ouais mais il y a un gap énorme en fait entre ce qu'on t'apprend aux États-Unis et en fait ce qu'on t'apprend en France. Et en gros c'est un peu genre pas normal. Nous on a eu des bons résultats, ça genre scaler une activité, on s'est fait vraiment bien, tu vois. Et donc on s'est dit bon vas-y en fait il y a un marché pour ça, les gens ils ont envie de ça et on peut chauffer. On va te chauffer pour leur apprendre, tu vois. Donc ma question, c'est, si j'ai bien compris, donc vous allez aussi donner la possibilité à vos meilleurs membres de vos programmes actuels de potentiellement rejoindre, mais aussi d'ouvrir à d'autres personnes. Si je comprends bien, c'est aussi de dire, OK, on va pas faire qu'avec nos membres, on va aussi, voilà, s'il y a des infopreneurs ou des entrepreneurs qui sont intéressés pour nous rejoindre, ils sont également les bienvenus, c'est ça, hein? Ouais, en gros, c'est exactement ça. Il y aura certains membres, sûrement certaines personnes qui sont déjà dans notre programme, mais on l'ouvre aussi en fait aux gens qui ont une activité qui marche déjà et qui veulent la scaler. En gros, si je sais pas, les gens ils veulent aller à 100 000 euros par mois ou plus, tu vois, franchement, on peut leur montrer comment faire. C'est pour ça qu'on a un peu ouvert la niche, tu vois. On s'est dit on va pas prendre que des thérapeutes pour cette partie-là parce qu'en fait on peut le faire aussi pour d'autres personnes. Mais la grosse if, c'est que voilà, par contre, zéro débutant, quoi. Ouais. Et petite question, parce que moi, c'est un truc que je me suis posé et je pense qu'un jour, je serai amené à essayer de créer un groupe d'entrepreneurs comme celui-là, pas pour le moment, mais un jour. Et je me dis, moi, il y a un truc avec lequel je suis pas à l'aise, c'est que, parce que vous savez très bien, je pense que votre mastermind, ça va être un gros ticket d'entrée, ce qui est logique pour faire le tri et pour avoir uniquement des bons profils qui restent entre bons profils. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce truc où les gens ils payent beaucoup et du coup ils ont beaucoup d'attentes derrière et ils mettent beaucoup sur vos épaules? Parce que moi perso c'est un truc auquel je pense et que j'ai pas envie d'avoir. Ah ouais, alors moi j'en ai rien à foutre. Non, en fait, en gros, moi pour le coup j'avais plus de pression quand c'était des beginners, tu vois, parce que tu vois quand tu vas investir quelques milliers d'euros que t'as rien et tu sais leur mindset il est vraiment en mode genre je paye, il faut que j'ai des résultats, tu vois. Nous, si tu fais le taf et tout, ça va marcher. Mais tu vois, genre, je me souviens quand je faisais l'école, j'avais plus de pression. Là, comme tu vois, genre, on va sur des gens qui ont déjà une activité qui marche très bien et on va juste l'accélérer. Ouais, et puis je trouve que tu vois, quand tu es moins beginner, tu as quand même moins ce mindset de attends, tu sais, genre un peu ce truc de baguette magique, tu vois. Je pense que il a pas changé ma vie. Ouais, tu vois, genre, c'est ça, il faut tu vois, genre, la personne, normalement, elle comprend mieux que c'est elle, en fait, tu vois, ça dépend d'elle, tu vois. Évidemment, nous, on va pas, genre, faire le taf pour elle, tu vois. On va genre, vraiment l'aider du mieux. Mais en plus, le truc, c'est que on est vraiment assez serein là-dessus parce que, genre, tous les mecs, quoi, tu vois, genre, on a aidé, tu vois, genre, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris des coachs. Et comme c'était des business que je connaissais bien, tu vois, je leur donnais pas mal de conseils par-ci, par-là, tu vois. Et j'ai vu que juste déjà avec quelques petits trucs, ça faisait des énormes changements pour eux, tu vois. Que ce soit des conseils sur comment closer, que ce soit des conseils sur comment structurer son activité. Franchement, les mecs, juste avec pas grand-chose, déjà, ça fait des bonnes diffs. Là, j'ai deux potes qui m'ont lancé leur business en partant de zéro. Et tu vois, là, ils sont déjà
Enfin, ils sont déjà en train de closer et tout, tu vois. Donc ça, franchement, moi, je suis serein. Je sais que si un mec, il écoute ce qu'on dit, bon, franchement, je vois pas comment est-ce qu'il peut pas y arriver, quoi. Ce sera beaucoup plus facile pour nous de faire d'aider quelqu'un qui est comme ça plutôt qu'un thérapeute, tu vois, qui en fait, c'est pas trop le fait qu'il soit thérapeute, mais plus débutant, tu vois. Genre, il va avoir des croyances limitantes, il va avoir beaucoup plus de choses comme ça. Donc, ouais, non, là, c'est une nouvelle étape, mais assez marrante. Ouais, génial. Les mecs, pour les personnes qui vous connaîtraient pas, on peut vous suivre où? Sur Instagram, quentin.mdb et sur le site internet, si vous avez des questions, teliosa.com. C'est là où il y a le plus d'infos. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup. Et franchement, méga intéressant, les gars. C'était vraiment génial. Merci beaucoup à toi. Merci pour l'invitation. C'était cool de se connecter comme ça. Bon, en tout cas, merci. Merci pour les partages. Et puis, j'espère peut-être déjà à très vite dans la vraie vie, j'espère. Et puis, peut-être pour un prochain épisode dans quelques temps, une fois que vous aurez passé la barre du 1 million par mois. Ouais, de ouf. C'est le prochain objectif. Allez, ciao, les gars. Merci beaucoup.